Épisode 5. Comprendre ne suffit pas. Comment transformer réellement ce qui se répète? Et si comprendre la loi de l'attraction ne suffisait pas à changer ta vie? Et si le vrai problème n'était pas ce que tu sais, mais ce que ton esprit a appris à considérer comme normal? Depuis le début de cette série, tu as posé des bases essentielles. Tu as compris que la loi de l'attraction n'est pas un mythe magique, mais une mécanique relationnelle entre ton monde intérieur et ce que tu vis à l'extérieur. Tu as vu que ce n'est pas ce que tu dis qui attire, mais ce que tu ressens régulièrement. Tu as compris pourquoi certains schémas se répètent, parce que la répétition crée une normalité intérieure. Et tu as mis en lumière l'existence d'un programme invisible qui guide tes réactions sans que tu t'en rendes compte. Alors une question devient inévitable. Pourquoi, même en comprenant tout cela, tant de personnes n'arrivent-elles pas à changer ce qui se répète dans leur vie? Napoleon Hill expliquait que ce que l'on entretient de manière dominante dans l'esprit finit par prendre forme dans l'expérience vécue. Mais si c'est vrai, pourquoi certaines pensées restent-elles sans effet? Bob Proctor insistait sur le fait que l'on vit selon des paradigmes appris, souvent inconsciemment. Comment changer un paradigme sans lutter contre soi-même? Esther Hicks enseigne que l'émotion dominante est le véritable signal intérieur. Comment modifier son ressenti sans se mentir à soi-même? Charles F. Hannell rappelait que la pensée devient une cause lorsqu'elle est intégrée et répétée. Comment intégrer une nouvelle manière de penser sans retomber dans l'ancien automatisme? Et Rhonda Byrne a popularisé l'idée que l'on attire ce à quoi l'on donne le plus d'attention. Mais comment déplacer son attention quand l'ancien réflexe est plus fort que la volonté? Toutes ces questions ont un point commun. Elles ne concernent pas la connaissance. Elles concernent l'apprentissage du subconscient. Car ton esprit profond ne change pas parce que tu comprends. Il change quand quelque chose devient familier, crédible et émotionnellement intégré. C'est précisément ce que nous allons explorer dans cet épisode 5. Tu vas comprendre pourquoi forcer un changement crée souvent l'effet inverse. Pourquoi certaines affirmations ne prennent jamais racine. Et comment amorcer une transformation durable sans te battre contre toi-même. Promesse de cet épisode? À la fin de cette vidéo, tu sauras comment commencer à installer de nouvelles références intérieures, non pas par la lutte, mais par un apprentissage progressif et cohérent avec ton fonctionnement réel. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu sais quoi faire, mais que tu n'arrives pas toujours à le vivre, cet épisode va te donner une réponse claire. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Si cette série t'aide à mieux comprendre ton fonctionnement intérieur, si certaines idées te font voir différemment ce qui se répète dans ta vie, alors t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo est une manière simple de soutenir ce travail. Cela permet à la chaîne de continuer à proposer des contenus profonds, structurés et de toucher d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Et maintenant, reste bien avec moi. Parce que dans quelques instants, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des tentatives de changement échouent, même chez des personnes motivées, intelligentes et sincères. Tu vas comprendre ce qui bloque réellement la transformation et surtout ce qui permet, concrètement, d'installer une nouvelle manière de penser et de ressentir sans entrer en lutte contre toi-même. Si tu as déjà eu l'impression de savoir quoi faire sans réussir à le vivre dans la durée, ce qui va suivre peut changer ta manière d'aborder le changement. On commence tout de suite. Partie 1. Pourquoi comprendre ne suffit pas à transformer? Tu as peut-être déjà vécu cela. Tu comprends une idée, elle te parle, elle résonne profondément, et pourtant, dans ta vie concrète, rien ne change vraiment. Pourquoi la compréhension ne suffit-elle pas à transformer ce qui se répète? Napoleon Hill expliquait que ce que l'on entretient de manière dominante dans l'esprit finit par façonner l'expérience vécue. Mais entre comprendre une idée et l'entretenir réellement dans son fonctionnement intérieur, il existe un écart immense. Bob Proctor parlait de paradigmes, des conditionnements mentaux appris si tôt qu'ils deviennent invisibles. Alors comment transformer quelque chose que l'on ne perçoit même plus comme un choix? Beaucoup de personnes pensent que changer consiste à penser autrement. Mais le problème n'est pas ce que tu penses ponctuellement. Le problème est ce qui te semble normal. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu peux vouloir le changement tout en revenant inconsciemment vers ce que tu connais? Charles F. Hannell expliquait que la pensée devient une cause lorsqu'elle est intégrée de manière répétée et émotionnelle. Cela signifie une chose essentielle.
Tant qu'une nouvelle idée n'est pas devenue familière intérieurement, elle reste théorique. Pourquoi certaines affirmations positives ne fonctionnent-elles jamais? Parce qu'elles ne sont pas crédibles émotionnellement pour le subconscient. Esther Hicks insiste sur le fait que l'émotion dominante est le véritable indicateur de ce que l'on attire. Si ton discours dit « je change », mais que ton ressenti reste « je me méfie », le corps suit le ressenti, pas le discours. Et c'est là que beaucoup se découragent. Ils pensent manquer de volonté, ils pensent manquer de discipline, ils pensent qu'ils n'y arrivent pas. Mais la vérité est plus simple et plus profonde. On ne transforme pas ce qui n'a pas encore été appris par le subconscient. Ton esprit profond apprend par répétition, par familiarité, par cohérence émotionnelle. C'est pour cela que tu peux comprendre une idée brillante le matin et reproduire le même schéma l'après-midi. Alors une question devient centrale. Comment rendre une nouvelle manière de penser et de ressentir crédible et normale intérieurement? C'est exactement ce que nous allons commencer à explorer maintenant. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi forcer le changement renforce souvent l'ancien schéma et comment créer les premières fissures dans ce qui semblait immuable. Et c'est souvent à partir de ces petites fissures que tout commence à se transformer. Mise en application. Passer de la compréhension à l'intégration réelle. Avant de chercher à transformer quoi que ce soit dans ta vie, il est essentiel de comprendre comment ton esprit apprend réellement. Cette mise en application ne te demande pas de changer immédiatement. Elle te propose de commencer à entraîner ton système intérieur de manière simple, progressive et cohérente. Enseignement clé 1. Le subconscient apprend par familiarité. Ton esprit profond ne change pas parce que tu comprends une idée. Il change quand cette idée devient familière, répétée, émotionnellement crédible. Une nouvelle pensée reste théorique tant qu'elle n'est pas ressentie comme possible. C'est pour cela que certaines affirmations positives ne prennent jamais racine. Elles sont trop éloignées de ce que ton système intérieur considère comme normal. Enseignement clé 2. Forcer crée de la résistance. Essayer de se transformer par la contrainte crée souvent l'effet inverse. Plus tu forces un nouveau discours intérieur, plus l'ancien programme se renforce par défense. Le changement durable ne naît pas de la lutte contre soi, mais de l'introduction progressive de nouvelles références crédibles. Enseignement clé 3. Le ressenti guide l'intégration. Le langage du subconscient n'est pas la logique, c'est le ressenti répété. Ce que tu ressens régulièrement devient ta référence intérieure. Si tu dis vouloir changer, mais que tu te sens en insécurité, c'est l'insécurité qui guide tes choix. Changer commence donc par créer des micro-expériences émotionnelles cohérentes avec ce que tu souhaites intégrer. Cas d'usage concret, appliqué dans la vie quotidienne. Prenons un exemple simple. Une personne qui souhaite se sentir plus confiante dans ses échanges professionnels. Au lieu de se répéter « je suis confiant », ce qui peut sonner faux intérieurement, elle commence par une étape crédible. Se dire intérieurement « je peux apprendre à être plus à l'aise ». Puis chaque jour, elle crée une micro-expérience réelle. Poser une question en réunion, oser donner un avis court, s'exprimer une fois de plus que la veille. Après chaque action, elle prend quelques secondes pour ressentir. Je l'ai fait. Ce n'était pas parfait, mais c'était possible. Petit à petit, le ressenti change. Ce qui était inconfortable devient familier. Ce qui était effrayant devient simplement nouveau. C'est ainsi que le subconscient apprend. Par la répétition d'expériences crédibles, pas par la négation de ce qui est déjà là. Pourquoi forcer le changement renforce l'ancien schéma? Tu as peut-être déjà essayé de te changer par la force, de te promettre « cette fois, je vais faire autrement ». Et pourtant, malgré ta sincérité, tu te retrouves à répéter les mêmes réactions. Pourquoi forcer le changement semble souvent renforcer ce que l'on veut quitter? Charles F. Haanel expliquait que l'esprit suit ce qui est intégré comme cause intérieure. Lorsqu'une nouvelle idée n'est pas encore intégrée, elle entre en conflit avec l'ancien programme. Et dans ce conflit, c'est presque toujours l'ancien réflexe qui gagne, parce qu'il est familier, connu, sécurisé. Bob Proctor parlait de paradigme comme de thermostat intérieur. Tu peux vouloir augmenter la température consciemment, mais le système revient automatiquement à la valeur qu'il connaît. Combien de fois as-tu décidé de changer avant de revenir, quelques jours plus tard, à tes anciens automatismes?
Napoléon Hill soulignait que la répétition émotionnelle donne de la puissance à une idée. Si tu forces un nouveau discours sans l'accompagner d'un ressenti crédible, tu renforces surtout la voix intérieure qui dit « ce n'est pas vrai ». Esther Hicks rappelle que l'émotion dominante est le véritable indicateur de ton alignement. Alors si ton discours dit « je change », mais que ton corps se sent en insécurité, quelle direction ton système intérieur va-t-il suivre? Le problème n'est pas l'absence de volonté. Le problème est le conflit intérieur. Plus tu t'opposes à un ancien schéma, plus tu le maintiens en vie par la lutte. Car lutter, c'est continuer à lui donner de l'attention. Alors une question centrale apparaît. Comment quitter un ancien fonctionnement sans entrer en guerre contre soi-même? La réponse n'est pas dans la rupture brutale. Elle est dans la désactivation progressive. On ne détruit pas un ancien programme. On le rend obsolète en installant petit à petit de nouvelles références plus adaptées. C'est pour cela que les changements durables sont souvent discrets au début. Ils passent par des micro-déplacements intérieurs, par de nouveaux automatismes encore fragiles, mais plus cohérents avec ce que tu veux vivre. Et c'est précisément ce processus que nous allons détailler dans la suite. Comment rendre l'ancien schéma inutile sans le combattre et comment laisser émerger une nouvelle normalité intérieure. Mise en application. Sortir de la lutte intérieure et installer une nouvelle normalité. Pour transformer durablement un schéma, il ne s'agit pas de le combattre, mais de comprendre comment le rendre progressivement obsolète. Cette mise en application te propose une manière simple de sortir de la lutte intérieure et de commencer à installer une nouvelle normalité, pas à pas. Enseignement clé. 1. Ce à quoi tu résistes persiste. Lorsque tu luttes contre un ancien comportement ou une ancienne réaction, tu continues à lui donner de l'énergie. La tension maintient en vie ce que l'on cherche à fuir. Observer un schéma sans le juger commence déjà à en réduire l'emprise. Ce n'est pas l'ignorance qui transforme, c'est la conscience sans tension. Enseignement clé. 2. Remplacer est plus efficace que supprimer. Le subconscient ne sait pas supprimer un automatisme. Il sait apprendre de nouvelles réponses. Chercher à éliminer un comportement crée un vide que l'ancien réflexe comble. Introduire une alternative crédible permet au système intérieur de se réorganiser sans conflit. On ne retire pas une habitude, on en installe une nouvelle, plus cohérente. Enseignement clé. 3. La répétition douce crée la nouvelle normalité. Ce qui est répété sans violence devient familier. Ce qui devient familier devient normal. La normalité intérieure ne change pas par un effort ponctuel, mais par de petites répétitions cohérentes dans le temps. Ce sont les micro-changements répétés qui reprogramment le système intérieur. Cas concret. Transformer une réaction automatique. Imaginons une personne qui réagit par la défensive dès qu'elle reçoit une remarque. Plutôt que de se dire « je ne dois plus me sentir attaqué », ce qui crée de la tension, elle introduit une alternative simple et crédible. Prendre une respiration lente et se dire intérieurement « je peux écouter avant de répondre ». Elle ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à créer une nouvelle micro-réponse. Chaque fois qu'elle y parvient, même brièvement, elle prend quelques secondes pour ressentir « je viens de répondre autrement ». À force de répétition douce, le nouveau réflexe devient familier. L'ancien perd de sa force sans être combattu. C'est ainsi que le subconscient apprend, par remplacement progressif, pas par suppression forcée. Partie 3. Comment installer une nouvelle normalité intérieure? Tu sais maintenant pourquoi comprendre ne suffit pas et pourquoi forcer le changement renforce souvent l'ancien schéma. La vraie question devient alors, comment installer, concrètement, une nouvelle normalité intérieure? Napoléon Hill expliquait que ce qui est entretenu avec constance finit par devenir une habitude de pensée. Mais cette constance n'est pas une lutte. C'est une orientation douce, répétée. Bob Proctor parlait de paradigmes comme de structures apprises. Une structure apprise peut être remplacée par une autre structure apprise. Mais le système intérieur a besoin de repères progressifs, pas de rupture brutale. Charles F. Hannell soulignait que la pensée devient cause lorsqu'elle est ressentie comme naturelle. Tant qu'une nouvelle manière de penser ne semble pas naturelle, elle reste extérieure au système. Esther Hicks rappelle que l'émotion dominante indique l'alignement. Installer une nouvelle normalité intérieure
Commence donc par créer des micro-émotions cohérentes avec ce que tu veux vivre. Alors pose-toi cette question. Quelle petite manière de te sentir différemment serait crédible pour toi aujourd'hui? Beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes pour changer, mais la préparation ne précède pas l'action. Elle se construit par l'action douce et répétée. Un nouveau réflexe ne naît pas d'un grand moment de motivation. Il naît de petites répétitions quotidiennes, presque banales. C'est ce caractère banal qui le rend intégrable par le subconscient. Et c'est souvent pour cela que l'on abandonne trop vite. On cherche des résultats spectaculaires, alors que le vrai changement commence par quelque chose de discret. Alors, une autre question importante. Es-tu prêt à choisir une transformation invisible au début pour une stabilité réelle dans le temps? Dans la suite, tu vas voir comment créer ces micro-répétitions sans te fatiguer, sans te juger et sans entrer en conflit avec ce que tu es déjà. C'est dans cet espace de douceur et de cohérence que la nouvelle normalité intérieure s'installe. Mise en application. Installer une nouvelle normalité, pas à pas. Pour installer une nouvelle normalité intérieure, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de créer des repères nouveaux que ton système intérieur peut reconnaître comme sûrs. Enseignement clé. 1. Commencer par le niveau crédible. Le subconscient n'intègre pas ce qui semble irréaliste. Il intègre ce qui est légèrement au-dessus de ce qui est déjà familier. Si tu passes d'un état de doute profond à une affirmation extrême, le système intérieur se ferme. Cherche toujours la prochaine marche crédible, pas le sommet immédiat. Enseignement clé. 2. Créer des micro-rituels cohérents. Les grandes résolutions échouent souvent. Les petits rituels cohérents s'installent. Un micro-rituel est une action simple, répétable, associée à un ressenti calme ou stable. C'est cette répétition sans violence qui installe la nouvelle normalité intérieure. Enseignement clé. 3. Ancré par le ressenti, pas par la performance. Le subconscient apprend par l'association émotionnelle. Il n'apprend pas par la performance parfaite. Chaque micro-changement validé intérieurement devient une référence. Prends quelques secondes pour ressentir « c'est possible pour moi » après chaque petit pas. Cas concret. Installer une nouvelle relation à soi. Prenons l'exemple d'une personne qui se parle durement dès qu'elle fait une erreur. Au lieu de vouloir devenir immédiatement bienveillante, ce qui peut sembler faux, elle commence par une étape crédible. Remplacer « je suis nul » par « je n'ai pas réussi cette fois et je peux apprendre ». Elle répète ce nouveau dialogue intérieur après chaque erreur, sans se forcer à y croire pleinement. Elle ajoute un geste simple, poser une main sur la poitrine et respirer lentement une fois. Ce micro-rituel crée une nouvelle association émotionnelle. L'erreur n'est plus seulement liée à la tension, mais aussi à une sensation de calme possible. À force de répétitions douces, le nouveau réflexe devient familier. La nouvelle normalité intérieure s'installe. C'est ainsi que l'intégration se fait, par des pas crédibles, répétés, ressentis, pas par des injonctions. Partie 4. Rendre le nouveau crédible pour le subconscient. Tu peux comprendre un enseignement, être d'accord avec lui, et pourtant continuer à vivre l'inverse. Pourquoi le subconscient résiste-t-il parfois au nouveau? Parce que ton système intérieur cherche d'abord la sécurité du connu. Ce qui est familier est perçu comme sûr, même lorsque cela ne te convient plus. Bob Proctor expliquait que les paradigmes agissent comme des repères de normalité. Tant qu'un nouveau fonctionnement ne ressemble pas à quelque chose de connu, le système intérieur le traite comme une menace. Napoleon Hill rappelait que la répétition émotionnelle donne de la puissance à une idée. Sans répétition, le nouveau reste une intention. Avec répétition ressentie, il devient une référence. Esther Hicks souligne que l'émotion dominante indique l'alignement. Si une nouvelle manière de penser ne s'accompagne pas de ressenti de sécurité minimale, le corps revient automatiquement à l'ancien schéma. Alors pose-toi cette question. Quelle version de toi te semble réellement crédible aujourd'hui? Pas la version idéale, la version possible. Charles F. Hannell expliquait que la pensée devient cause lorsqu'elle est ressentie comme naturelle. Tant qu'une nouvelle idée te semble artificielle, elle ne peut pas devenir cause intérieure. C'est pour cela que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles veulent sentir immédiatement un changement profond. Mais le subconscient apprend par gradation.
Es-tu prêt à accepter une transformation progressive, même si elle est invisible au début? Le changement durable n'est pas spectaculaire au départ. Il se manifeste par une légère modification de tes réactions, une micro-différence dans ta manière de répondre à une situation. C'est cette micro-différence répétée qui devient, avec le temps, une nouvelle normalité intérieure. Dans la suite, tu vas apprendre comment rendre ces micro-changements suffisamment crédibles pour qu'ils s'installent naturellement, sans lutte, sans te forcer à être quelqu'un d'autre. C'est dans cette cohérence progressive que le nouveau devient stable. Mise en application. Rendre le nouveau crédible et stable intérieurement, pour qu'un nouveau fonctionnement s'installe durablement, il ne suffit pas de le comprendre. Il doit devenir crédible et sécurisant pour ton système intérieur. Cette mise en application t'aide à créer ce terrain de sécurité qui permet au changement de s'installer sans résistance. Enseignement clé. 1. La crédibilité précède la transformation. Le subconscient n'intègre pas ce qui lui semble irréaliste ou dangereux. Il intègre ce qui ressemble à une évolution naturelle. Cherche toujours la version de toi qui te semble possible aujourd'hui, pas la version idéale que tu juges trop éloignée. La crédibilité crée l'ouverture intérieure nécessaire au changement. Enseignement clé. 2. Sécuriser le corps avant de convaincre l'esprit. Le corps est le premier filtre du subconscient. Si une nouvelle idée crée de la tension physique, le système intérieur se referme. Prendre le temps de ralentir la respiration, d'adoucir le rythme, permet au nouveau d'être perçu comme non menaçant. Un corps apaisé rend l'apprentissage possible. Enseignement clé. 3. Associer le nouveau à une émotion stable. Le subconscient apprend par association émotionnelle. Si chaque tentative de changement est associée à la pression, le système apprend que changer égale tension. Associer le nouveau à une sensation de calme, même légère, crée une base émotionnelle sur laquelle le changement peut s'ancrer. Cas concret. Installer un nouveau rapport à l'action. Imaginons une personne qui repousse souvent le passage à l'action par peur de mal faire. Au lieu de se dire « je dois agir sans peur », ce qui crée de la tension, elle introduit une étape crédible. Je peux faire un premier pas simple, sans enjeu. Avant d'agir, elle prend 3 respirations lentes pour calmer le corps. Puis, elle réalise une micro-action. Envoyer un message, noter une idée ou commencer une tâche pendant 2 minutes. Après l'action, elle prend quelques secondes pour ressentir « j'ai agi et je suis en sécurité ». Répétée dans le temps, cette association crée une nouvelle normalité. L'action n'est plus liée uniquement à la peur, mais aussi à une sensation de sécurité possible. C'est ainsi que le nouveau devient stable, par crédibilité, sécurité et association émotionnelle. Partie 5. De la répétition consciente à la transformation durable. Tu as vu comment rendre le nouveau crédible, comment éviter la lutte intérieure et comment installer progressivement une nouvelle normalité. Mais une question reste centrale. Comment faire pour que ce nouveau tienne dans le temps? Napoléon Hill rappelait que ce qui est entretenu avec constance finit par devenir une habitude de pensée. Mais cette constance n'est pas une intensité ponctuelle, c'est une orientation régulière, presque banale. Bob Proctor expliquait que les paradigmes changent lorsqu'une nouvelle référence est répétée suffisamment longtemps pour devenir la nouvelle norme intérieure. Ce n'est pas l'effort extrême qui transforme, c'est la répétition consciente. Charles F. Hannell soulignait que la pensée devient cause lorsqu'elle est intégrée au point de sembler naturelle. Tant que le nouveau reste un exercice, il n'est pas encore devenu une cause intérieure. Esther Hicks rappelle que l'émotion dominante indique ce qui est réellement en train de s'installer. Ce que tu ressens le plus souvent te montre ce que tu es en train d'apprendre intérieurement. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu répètes intérieurement chaque jour, même sans t'en rendre compte? Beaucoup de personnes cherchent des déclics, mais les déclics ne tiennent pas sans intégration. Ils éclairent, mais ils ne construisent pas à eux seuls. La transformation durable se construit dans la répétition consciente de petites orientations intérieures, un nouveau regard sur une situation, une micro-réponse différente, un ressenti légèrement plus stable. Es-tu prêt à privilégier la constance à l'intensité? Car c'est souvent l'intensité qui épuise et la constance qui transforme. Dans la suite, nous allons rassembler l'essentiel de cet épisode
pour que tu puisses repartir avec une vision claire de ce qui permet réellement à un changement de s'installer dans le temps. Et c'est là que tout ce que tu as compris commence à devenir applicable, concrètement. Mise en pratique. Ancrer le changement dans la durée. La transformation durable ne vient pas de moments de motivation, mais de ce que tu répètes quand personne ne te regarde. Cette mise en pratique t'aide à passer de l'intention ponctuelle à une orientation intérieure stable dans le temps. Enseignement clé. 1. La constance vaut plus que l'intensité. Un effort intense mais rare épuise. Une action modeste mais régulière transforme. Le subconscient apprend par exposition répétée. Choisis des micro-actions que tu peux tenir chaque jour, même les jours de fatigue. C'est la continuité qui crée la nouvelle référence intérieure. Enseignement clé 2. Créer des points d'ancrage quotidiens. Sans repère, l'ancien schéma revient. Créer un point d'ancrage quotidien permet de rappeler au système intérieur la direction que tu veux installer. Cela peut être une question que tu te poses chaque matin, une respiration consciente avant une action, ou un moment bref de recentrage. L'ancrage n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être stable. Enseignement clé 3. Mesurer la direction, pas la perfection. Le subconscient se décourage face à l'exigence de perfection. Il progresse avec la perception de direction. Au lieu de te demander « ai-je réussi parfaitement ?», demande-toi « est-ce que je me suis orienté, même légèrement, dans la bonne direction aujourd'hui ?» Cette perception de mouvement nourrit l'intégration. Cas concret. Ancrer un nouveau réflexe quotidien. Prenons l'exemple d'une personne qui veut cultiver un état plus calme dans ses interactions quotidiennes. Elle choisit un ancrage simple. Avant chaque échange important, prendre une respiration lente et relâcher les épaules. Ce geste devient son repère. Elle ne cherche pas à être calme en permanence. Elle cherche à se rappeler, plusieurs fois par jour, la direction qu'elle installe. Chaque soir, elle se pose une question simple. Est-ce que je me suis orienté vers plus de calme aujourd'hui, même une seule fois? En validant la direction plutôt que la perfection, le nouveau réflexe devient familier. Et ce qui devient familier devient durable. De la compréhension à la transformation durable. Dans cet épisode, tu as parcouru un chemin essentiel, passer de la compréhension intellectuelle à l'intégration réelle. Tu as d'abord vu pourquoi comprendre ne suffit pas à transformer ce qui se répète. Le changement ne s'installe pas parce que tu sais, mais parce que ton système intérieur apprend autrement. Ce que tu comprends peut t'éclairer, mais ce que tu répètes et ressens régulièrement te transforme. Tu as ensuite compris pourquoi forcer le changement renforce souvent l'ancien schéma. La lutte maintient en vie ce que l'on combat. Le subconscient ne change pas sous la contrainte. Il change quand une nouvelle référence devient plus crédible que l'ancienne. Tu as découvert comment installer une nouvelle normalité intérieure, pas par des résolutions spectaculaires, mais par des micro-déplacements répétés, des réponses légèrement différentes, des ressentis progressivement plus stables. Ce qui devient familier devient normal. Et ce qui devient normal devient ta référence. Tu as appris à rendre le nouveau crédible et sécurisant pour ton système intérieur. Un changement qui crée trop de tension est perçu comme une menace. Un changement associé à une sensation de sécurité, même légère, peut s'installer sans résistance. Le corps apaisé ouvre la porte à l'apprentissage. Enfin, tu as compris comment ancrer le changement dans la durée. La transformation durable ne vient pas de moments de motivation, mais de la constance dans de petites orientations quotidiennes. La répétition consciente installe la nouvelle référence intérieure. La direction compte plus que la perfection. Si tu devais retenir une seule idée de cet épisode, ce serait celle-ci. On ne transforme pas sa vie en se forçant à être quelqu'un d'autre, on la transforme en apprenant à fonctionner différemment, progressivement. La loi de l'attraction, dans ce contexte, n'est pas une promesse magique. Elle décrit la relation entre ce qui devient normal à l'intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur. Lorsque ta normalité intérieure évolue, tes choix, tes réactions et tes opportunités évoluent avec elle. Et c'est ainsi que la compréhension devient, peu à peu, une transformation réelle. Pour aller plus loin.
Si cet épisode a résonné en toi et que tu souhaites approfondir ces enseignements à ton rythme, tu trouveras en description de cette vidéo une liste de livres qui sont de véritables piliers du développement personnel et de la loi de l'attraction à voir absolument. Ce ne sont pas de simples livres à lire, mais des références à explorer, à relire et à intégrer progressivement. Ils ont inspiré des millions de personnes à travers le monde et constituent la base des enseignements partagés dans cette série. Certains liens sont affiliés. Cela ne change rien pour toi et c'est une façon simple de soutenir la chaîne et ce travail de transmission. Auteur et ouvrage de référence. Charles F. Haanel, The Master Key System, 1908. Un texte fondateur du XXe siècle qui pose les bases de la loi de l'attraction. Haanel y explique que la pensée est une cause et que la réalité en est l'effet direct. Un ouvrage structuré, profond, à lire lentement pour en saisir toute la portée. Napoleon Hill, Think and Grow Rich, 1937. Bien plus qu'un livre sur la réussite financière, c'est un manuel sur le pouvoir des pensées dominantes, de l'émotion et de la foi. Hill y démontre comment l'état intérieur façonne les résultats extérieurs. Bob Proctor, You Were Born Rich. Bob Proctor introduit ici la notion essentielle de paradigme mental. Ces programmes invisibles qui dirigent nos émotions, nos décisions et nos résultats. Un livre clé pour comprendre pourquoi nous répétons les mêmes schémas, même en sachant ce que nous devrions faire. Esther Hicks, Abraham Hicks, Ask and It Is Given. Un ouvrage incontournable pour comprendre la loi de l'attraction à travers le prisme de la vibration émotionnelle. Il met en lumière pourquoi l'émotion est le véritable langage de l'univers. Jack Canfield, Chicken Soup for the Soul. À travers des histoires vraies et inspirantes, Jack Canfield insiste sur le pouvoir de l'attention, de la responsabilité personnelle et du choix intérieur. Un livre accessible, humain, profondément motivant. Rhonda Byrne, Le Secret, 2006. L'ouvrage qui a révélé la loi de l'attraction au grand public. Avec un message simple et universel, il a ouvert la porte à des millions de personnes vers une nouvelle compréhension du lien entre pensée, émotion et réalité. Pourquoi ces livres? Parce qu'une vidéo peut ouvrir une porte, mais la lecture permet d'aller plus loin, d'intégrer, de revenir, de réfléchir. Si tu sens que ces sujets te parlent, si tu veux avancer à ton rythme et approfondir ce travail intérieur, ces livres sont d'excellents compagnons de route. Conclusion. Quand la compréhension devient un chemin vivant, cet épisode marque un point important dans la série. Jusqu'ici, tu as appris à voir autrement, à comprendre ce qui se joue derrière ce qui se répète, à identifier les mécanismes invisibles qui façonnent ton expérience. Mais comprendre n'est qu'un début. La compréhension éclaire. Elle met de la lumière sur ce qui semblait confus. Elle te permet de voir plus clair dans tes réactions, tes émotions, tes schémas. Pourtant, la transformation ne se joue pas uniquement dans la clarté. Elle se joue dans la manière dont tu vis cette clarté au quotidien. Ce que tu as découvert dans cet épisode t'invite à une posture différente. Moins de lutte, moins de pression, plus de cohérence intérieure. Changer ne consiste pas à te réinventer d'un seul coup. Changer consiste à apprendre à répondre autrement, un peu plus souvent, un peu plus consciemment. C'est dans ces micro-réponses que se construit une nouvelle normalité intérieure. La loi de l'attraction, telle que nous l'avons explorée jusqu'ici, ne promet pas de contrôler la vie. Elle invite à changer la relation que tu entretiens avec toi-même, car c'est cette relation qui conditionne tes choix, tes réactions et les directions que tu prends. Si quelque chose a résonné pour toi dans cet épisode, ne cherche pas à tout appliquer d'un coup. Choisis une seule orientation intérieure, un seul micro-changement, et laisse-le s'installer. La suite de la série va maintenant te guider vers une dimension plus fine et plus subtile, le rôle de l'attention, la manière dont tu nourris certains états intérieurs et comment orienter ton esprit sans te contraindre. Tu vas découvrir comment cultiver un état intérieur qui soutient naturellement ce que tu veux voir émerger dans ta vie, sans forcer, sans te juger, sans t'opposer à ce que tu es déjà. Si tu choisis de continuer ce chemin, fais-le avec curiosité plutôt qu'avec exigence. C'est dans cette qualité d'attention que la transformation devient un processus vivant. On se retrouve dans le prochain épisode pour approfondir ce lien subtil entre attention, émotion et direction intérieure.